Joe Carter, âgé de 32 ans, était un passionné de ski et un membre dévoué de la patrouille nationale de ski. Pour lui, le ski était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était une véritable passion qui faisait partie intégrante de sa vie. Son expertise et son engagement envers ce sport lui avaient valu une place au sein de la prestigieuse patrouille nationale de ski, une organisation reconnue pour son professionnalisme et sa rigueur dans le domaine du secours en montagne. Chaque week-end, de 1937 à 1950, Joe Carter enfilait sa tenue de ski et se rendait au Milwaukee Ski Bowl, une station de ski réputée de l'époque. Là-bas, il mettait ses compétences au service des skieurs, veillant à leur sécurité et leur prodiguant des conseils avisés. Son expérience et sa connaissance approfondie de la montagne faisaient de lui un atout précieux pour la station et un référent apprécié des amateurs de glisse. Le 21 mai 1950, Joe Carter décida de partir skier sur les pentes du majestueux mont St. Helens en compagnie d'un groupe d'amis. Cette sortie s'annonçait comme une journée de détente et de plaisir partagé dans un cadre naturel à couper le souffle. Fidèle à son habitude, Joe n'oublia pas d'emporter son appareil photo, lui qui aimait immortaliser ses exploits sportifs et les paysages à couper le souffle qu'il découvrait au fil de ses escapades. Le groupe d'amis, équipés de leurs skis et de leur matériel, entama l'ascension du mont St. Helens dans la bonne humeur. Le temps était clément et les conditions de ski s'annonçaient idéales. Joe, en bon connaisseur, guidait ses compagnons vers les meilleurs coins, tout en partageant avec eux sa passion pour ce sport exigeant. L'ambiance était à la camaraderie et à l'excitation de dévaler les pentes enneigées de ce géant de la nature. Arrivé au point de départ prévu pour la descente à ski, Joe Carter, animé par sa passion pour la photographie et son désir de capturer ses amis en pleine action, décida de partir en premier et de se positionner en contrebas pour immortaliser leur descente. Confiant dans ses capacités de skieur expérimenté, Joe se sépara du groupe et s'élança sur les pentes enneigées, son appareil photo à la main, prêt à saisir l'instant parfait. Le groupe d'amis, quant à lui, attendit quelques minutes avant de s'élancer à leur tour, impatient de retrouver Joe et de découvrir les clichés qu'il aurait réalisés. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où Joe était censé les attendre, ils furent surpris de constater son absence. Pensant qu'il avait peut-être continué sa descente jusqu'en bas de la montagne, ils poursuivirent leur chemin, convaincus qu'ils le retrouveraient au pied du mont St. Helens, prêts à partager avec eux les fruits de sa session photo. Mais une fois arrivés au point de rendez-vous final, les amis de Joe furent confrontés à une réalité troublante. Joe n'était nulle part en vue. Malgré leur attente et leurs rappels répétés, il ne se manifesta pas. L'inquiétude commença alors à s'installer parmi le groupe. Il était inconcevable que Joe, avec son expérience et sa connaissance de la montagne, se soit perdu ou ait rencontré un problème sans donner signe de vie. Après avoir attendu en vain pendant un long moment, le groupe prit la décision d'alerter les secours, conscient que quelque chose de grave avait dû se produire. La nouvelle de la disparition de Joe Carter se répandit rapidement, mobilisant une équipe de recherche expérimentée composée du Dr Bob Lee, du Dr Otto Trott et de Lee Stark. Ces professionnels aguerris étaient déterminés à retrouver Joe, explorant méticuleusement chaque recoin de la montagne. Ils remontèrent jusqu'au dernier point où Joe avait été aperçu par ses amis, espérant trouver des indices qui pourraient les guider dans leur quête. Cependant, malgré leurs efforts acharnés et leur expertise, les sauveteurs se retrouvèrent face à une énigme déroutante. Aucune trace évidente de Joe ne fut découverte, comme s'il s'était volatilisé dans l'immensité de la montagne. Les heures passaient, et l'espoir de retrouver Joe sain et sauf s'amenuisait à chaque instant. Le mont St. Helens, majestueux et impénétrable, semblait garder le secret de sa disparition, laissant ses proches et les sauveteurs dans une incertitude insoutenable. Les recherches intensives menées par l'équipe de secours se poursuivirent sans relâche, chaque membre déterminé à retrouver Joe Carter. Alors qu'ils ratissaient méticuleusement la zone, ils firent une découverte troublante qui ne fit qu'ajouter à l'étrangeté de la situation. À proximité du dernier point où Joe avait été vu, les sauveteurs tombèrent sur une boîte de pellicule vide, abandonnée dans la neige. Cet indice suggérait que Joe avait bien pris des photos, mais l'absence de son appareil et de tout autre équipement ne faisait qu'épaissir le mystère. Mais ce qui intrigua le plus les sauveteurs fut la trace de ski solitaire qu'ils découvrirent non loin de là. Cette empreinte unique dans la neige témoignait d'une descente à toute vitesse, comme si Joe avait été pris d'une urgence soudaine,
ou d'une peur incontrôlable. Le Times de Longview, dans un article relatant les événements, décrivit cette trace comme celle d'un skieur téméraire, dévalant la pente à une allure folle, sautant par-dessus les crevasses, comme s'il était poursuivi par quelque chose d'invisible et de terrifiant. Intrigués par cette piste énigmatique, les sauveteurs suivirent la trace de ski, espérant qu'elle les mènerait à Joe, ou du moins à des réponses. Cependant, ce qu'ils découvrirent ne fit qu'ajouter à leur perplexité. La trace les conduisit jusqu'au flanc d'Ape Canyon, un lieu réputé pour ses parois abruptes et ses gorges profondes. Contre toute attente, il semblait que Joe avait délibérément quitté les pistes balisées pour s'enfoncer dans ce terrain hostile et périlleux, descendant tout droit les pentes raides et dangereuses. Malgré une mobilisation impressionnante de moyens, avec jusqu'à 75 personnes engagées dans les recherches pendant 5 jours consécutifs, aucune trace de Joe Carter ou de son équipement ne fut retrouvée. Le mont St. Helens semblait avoir englouti le skieur expérimenté, sans laisser le moindre indice. Les sauveteurs, confus et déconcertés, en vinrent à la conclusion que Joe avait dû être pourchassé par quelque chose d'effrayant, une force inconnue qui l'avait poussé à prendre des risques inconsidérés et à s'aventurer dans les recoins les plus inaccessibles de la montagne. Cette hypothèse, aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître, trouvait un écho troublant dans les paroles énigmatiques du Dr Lee, l'un des membres éminents de l'équipe de recherche. Selon lui, seuls les diables de la montagne auraient pu avoir raison de Joe Carter, faisant ainsi référence à d'étranges créatures aperçues des années auparavant dans cette même région. Cette déclaration sibylline ne fit qu'ajouter au mystère entourant la disparition du skieur, laissant présager une explication qui défiait l'entendement et plongeait dans les méandres d'une légende obscure et terrifiante. Le Dr Lee, en mentionnant les mystérieux diables de la montagne, faisait référence à un incident étrange survenu en 1924 dans la région d'Ape Canyon. Cette année-là, un groupe de mineurs, parmi lesquels Fred Beck, s'était installé dans le canyon dans l'espoir d'y trouver de l'or. Cependant, leur quête fut rapidement perturbée par une série d'événements inexplicables qui les plongèrent dans une terreur sans nom. Tout commença lorsque les mineurs découvrirent d'étranges empreintes autour de leur campement, ressemblant à des pieds humains géants. Ces traces profondément enfoncées dans le sol suggéraient la présence d'une créature d'une taille et d'une force surhumaine. Leurs inquiétudes s'intensifièrent lorsqu'ils commencèrent à entendre des bruits sourds et menaçants provenant des parois du canyon, comme si quelque chose de massif et d'invisible les observait depuis les hauteurs. Un jour, 2 des mineurs eurent une rencontre terrifiante qui marqua à jamais leur esprit. Alors qu'ils exploraient les environs, ils tombèrent nez à nez avec une créature défiant toute description. Un homme singe, mesurant plus de 2 mètres de haut, à la silhouette massive et menaçante. Pris de panique, les mineurs ouvrirent le feu sur la créature, qui s'enfuit dans la forêt dense, laissant derrière elle un sentiment d'effroi et d'incrédulité. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Une nuit, alors que les mineurs étaient réfugiés dans leur cabane, ils furent assaillis par un groupe de ces créatures monstrueuses. Les hommes singes se mirent à lancer des rochers sur l'abri de fortune, faisant voler en éclats le toit et les murs. Les mineurs, terrifiés, passèrent la nuit à se défendre contre cette attaque incompréhensible, priant pour que le jour se lève et mette fin à leur supplice. Au matin, les mineurs prirent la fuite, déterminés à quitter cet endroit maudit. Mais leur cauchemar n'était pas terminé. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le canyon, ils tombèrent sur l'une des créatures près du bord d'un ravin. Fred Beck, dans un réflexe de survie, lui tira dessus, et la créature bascula dans le vide, disparaissant dans les profondeurs obscures du gouffre. Cet incident marqua à jamais l'histoire de la région, et Ape Canyon tira son nom de cette rencontre terrifiante avec les hommes singes. Fred Beck, hanté par ces événements, relata plus tard son livre qui fut publié. Un témoignage glaçant d'une confrontation avec l'inconnu qui défiait toute raison. C'est à cette histoire que le Dr Lee faisait référence lorsqu'il émit l'hypothèse que les diables de la montagne avaient pu être responsables de la disparition de Joe Carter. Une hypothèse qui, bien que difficile à concevoir, concordait avec les événements inexpliqués survenus près de 3 décennies plus tôt dans ce même canyon hanté. Le Dr Lee, fort de sa connaissance de l'histoire troublante d'Ape Canyon, ne pouvait s'empêcher de faire le lien entre la disparition de Joe Carter et les événements mystérieux de 1924. Lors des recherches,
il fit part de son malaise grandissant, évoquant une atmosphère étrange et oppressante qui régnait dans le canyon. Lui et son équipe avaient l'impression constante d'être épiés, comme si une présence invisible les observait depuis les hauteurs, guettant chacun de leurs mouvements. Malgré une mobilisation sans précédent, les efforts acharnés des sauveteurs restèrent vains. Pendant 10 jours, ils ratissèrent toute la montagne, explorant les moindres recoins, suivant la moindre piste, mais aucune trace de Joe Carter ne fut découverte. L'absence totale d'indices, malgré l'ampleur des recherches, ne faisait qu'ajouter au mystère et à l'inquiétude grandissante. Un élément crucial vint ajouter à l'urgence de la situation. Joe Carter était diabétique et n'avait emporté avec lui qu'une quantité limitée d'insuline, suffisante pour une seule journée. Chaque heure qui passait diminuait les chances de le retrouver sain et sauf, et cette réalité pesait lourdement sur les épaules des sauveteurs. Au fil des années, depuis la disparition inexpliquée de Joe Carter, de nombreux témoignages ont fait état d'observations troublantes dans la région du Mont St. Helens. Des randonneurs, des campeurs et même des habitants locaux ont rapporté avoir aperçu d'étranges créatures bipèdes ressemblant à des hommes singes, rôdant dans les forêts denses et les vallées reculées. Ces récits, bien que souvent considérés avec scepticisme, ont alimenté les spéculations et ravivé le souvenir des événements mystérieux de 1924 et de la disparition de Joe Carter. Aujourd'hui, plus de 7 décennies après cette tragédie, le mystère de la disparition de Joe Carter reste entier. Malgré les avancées technologiques et les efforts renouvelés pour élucider cette affaire, aucune réponse définitive n'a été trouvée. Le Mont St. Helens continue de garder ses secrets, laissant les questions sans réponse et les hypothèses les plus folles se bousculer dans les esprits. La disparition de Joe Carter en 1950 restera à jamais gravée dans les annales des mystères inexpliqués, un témoignage troublant de la façon dont la nature peut parfois défier notre compréhension et nous confronter à l'inconnu. Son histoire entrelacée avec celle des hommes singes d'Ape Canyon continue de fasciner et de faire frissonner ceux qui osent s'aventurer sur les pentes du Mont St. Helens, là où le réel et le fantastique semblent se confondre dans un brouillard impénétrable de mystères et de légendes. Duncan Macpherson grandit à Saskatoon, dans la province canadienne de la Saskatchewan. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le hockey sur glace, sport roi au Canada. Il passe de longues heures à s'entraîner sur les patinoires de son quartier, bravant les hivers rigoureux. Le talent de Duncan ne passe pas inaperçu. À l'adolescence, il se distingue dans les tournois locaux et se fait rapidement repérer par les recruteurs des ligues juniors. Il intègre alors une équipe hockey junior de la Ligue majeure de la Saskatchewan. Pendant plusieurs saisons, Duncan s'illustre au sein de cette ligue élite. Son patinage puissant, sa technique et sa vision du jeu impressionnent les observateurs. Il remporte de nombreux trophées individuels et s'impose comme l'un des meilleurs espoirs de sa génération. Ses performances attirent l'attention des franchises de la prestigieuse Ligue nationale de hockey, la LNH. À l'aube de sa dernière année junior, Duncan est considéré comme un choix de premier tour potentiel en vue de la prochaine draft de la LNH. De nombreux recruteurs viennent spécialement l'observer lors des matchs et tournois importants. Duncan Macpherson incarne alors la figure du jeune prodige promis à un avenir brillant dans le hockey professionnel. Focalisé sur sa passion et son rêve de rejoindre l'élite, il est plus que jamais déterminé à briller sur la glace et concrétiser les espoirs placés en lui. Comme pressenti, Duncan Macpherson est sélectionné dès le premier tour de la draft de la LNH par les Flames de Calgary en 1984. C'est la consécration pour le jeune joueur qui réalise son rêve de rejoindre la plus grande ligue de hockey au monde. Malheureusement, la carrière professionnelle de Duncan est rapidement écourtée par une blessure récurrente au genou. Malgré plusieurs opérations et tentatives de retour au jeu, il ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Après seulement 3 saisons en dents de scie, ponctuées de passages en ligue mineure, Duncan doit se résoudre à mettre un terme prématuré à sa carrière de joueur. Loin de se décourager, il choisit alors de se reconvertir dans le coaching. Grâce à sa connaissance fine du jeu et ses qualités de meneur, il obtient rapidement un poste d'entraîneur adjoint dans l'équipe junior des Blades de Saskatoon, où il fait ses preuves. Son travail et son expertise tactique sont unanimement salués.
Après plusieurs saisons réussies à la tête des Blades, Duncan reçoit une proposition inattendue. Intégrer le staff d'entraîneur d'une équipe professionnelle en Europe. C'est l'opportunité pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière de coach. Conscient du défi mais déterminé à saisir cette chance unique, Duncan Macpherson décide d'accepter le poste. Avant de débuter son nouveau poste d'entraîneur en Europe, Duncan choisit de s'octroyer des vacances bien méritées pour profiter de sa passion de snowboard et se ressourcer en montagne. Passionné de sport de glisse, il décide de se rendre en Autriche pour s'adonner au snowboard d'été, une discipline qui permet de rider sur les glaçons alpins, même en plein cœur de la saison estivale. Après des recherches, Duncan opte pour la station de Stubaiu, située dans le Tyrol autrichien. Ce vaste domaine glaciaire, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude, est réputé pour la qualité de son enneigement et ses infrastructures dédiées au sport d'été. La perspective de dévaler les pentes immaculées avec vue sur les sommets majestueux des Alpes séduit immédiatement l'aventurier en quête de sensations. Le 8 août 1989, Duncan atterrit à l'aéroport d'Innsbruck, la capitale tyrolienne. Il rejoint ensuite la vallée de Stubaiu et s'installe dans un hôtel proche des remontées mécaniques. Le lendemain matin, impatient de goûter à la neige éternelle, il se présente dès l'ouverture à la boutique de location de snowboard de la station. Duncan loue ainsi une planche pour la journée, un modèle adapté à la pratique sur glacier. Il s'équipe également de boots, ainsi que d'une combinaison imperméable pour se protéger du froid en altitude, même au cœur de l'été. Fin prêt, il se dirige ensuite vers le téléphérique, qui doit le mener vers les champs de neige immaculés du glacier de Stubaiu, théâtre de sa passion du snowboard. Le 9 août 1989, aux alentours de 11h du matin, Duncan Macpherson est aperçu pour la dernière fois par des témoins. Équipé de sa planche de snowboard fraîchement louée, il se dirige d'un pas décidé vers un télésiège de la station de Stubaiu, s'apprêtant visiblement à rejoindre le glacier pour profiter des pistes d'été. Nul ne se doute alors qu'il s'agit de l'ultime image du jeune homme de 23 ans, immortalisé dans la mémoire de ceux qui croisent sa route ce matin-là. En fin de journée, l'absence de Duncan ne suscite pas d'inquiétude immédiate. Ce n'est qu'en soirée, lorsqu'il ne regagne pas sa chambre d'hôtel, que l'alerte est finalement donnée. Dès le lendemain, les équipes de secours de la station se mobilisent et entament des recherches d'envergure pour tenter de retrouver le snowboarder disparu. Les pistes du domaine sont minutieusement ratissées, tandis que des hélicoptères survolent la zone pour tenter de repérer d'éventuels signes de sa présence. Prévenus le 11 août, les parents de Duncan, Linda et Bob Macpherson, s'envolent immédiatement pour l'Autriche afin de participer activement aux opérations. Épaulant les secouristes professionnels, ils arpentent inlassablement les pentes du glacier, animés par l'espoir de retrouver leur fils sain et sauf. En parallèle, le couple multiplie les échanges avec les autorités autrichiennes et la direction de la station pour tenter de comprendre les circonstances de cette mystérieuse disparition. Malgré la détermination et les efforts conjoints de tous, les recherches restent infructueuses. Aucun indice concret, aucune trace de Duncan ne sont découverts sur le domaine skiable ou dans les environs. Après 2 longues semaines d'intenses battues, la décision est prise d'interrompre les recherches actives. Duncan Macpherson demeure alors porté disparu, laissant sa famille dans une insoutenable incertitude. Le mystère reste entier sur ce qui a pu lui arriver ce matin d'août 1989, sur les pentes enneigées du glacier de Stubaiu. Le 18 juillet 2003, soit près de 14 ans après la disparition de Duncan Macpherson, un groupe de randonneurs fait une découverte macabre sur le glacier de Stubaiu. Alors qu'ils progressent en haute altitude, ils repèrent la présence d'un corps partiellement visible au fond d'une profonde crevasse. Ils alertent immédiatement les secours, qui engagent une opération délicate pour remonter la dépouille. À sa sortie de la glace, le corps apparaît dans un état de conservation remarquable. Préservé par le froid extrême et l'atmosphère raréfiée des hauteurs, il semble comme figé dans le temps. Les vêtements sont parfaitement identifiables, tout comme les traits du visage, qui ne laissent planer aucun doute. Il s'agit bien de Duncan Macpherson, le jeune snowboarder canadien porté disparu en août 1989. Cette découverte, aussi inespérée que troublante, replace subitement l'affaire sous le feu des projecteurs. Elle suscite une vive émotion chez les proches de Duncan, en particulier ses parents, qui espèrent enfin obtenir des réponses sur les circonstances exactes du drame.
Le corps miraculé par les glaces est rapatrié au Canada, où une autopsie est rapidement diligentée pour tenter de déterminer les causes de la mort. Dès la découverte du corps, les autorités autrichiennes procèdent à une identification formelle. Grâce aux effets personnels retrouvés sur la dépouille, notamment ses papiers d'identité, et aux comparaisons dentaires et radiologiques, il est rapidement confirmé qu'il s'agit bien de Duncan Macpherson. Sa famille est immédiatement prévenue et entame les démarches pour rapatrier le corps au Canada. Avant ce transfert, une autopsie partielle est réalisée à l'Institut médico-légal d'Innsbruck par le docteur Walter Rabel, expert médical mandaté par la justice autrichienne. Cependant, cette autopsie se révèle incomplète et superficielle. Le docteur Rabel se contente d'un examen externe du corps, sans radiographie poussée, ni analyse approfondie des blessures et lésions constatées. Il se refuse également à pratiquer un scanner complet de la dépouille. Sur la base de ces observations limitées, le docteur Rabel conclut hâtivement à une mort accidentelle par hypothermie. Cette thèse est immédiatement reprise par les autorités locales, qui s'empressent de classer l'affaire. Selon leur scénario, Duncan Macpherson aurait chuté dans une crevasse et succombé au froid, son corps restant prisonnier des glaces durant toutes ces années. Pour les Macpherson, cette version officielle est loin d'être satisfaisante. Le couple s'interroge sur les zones d'ombre persistantes, notamment le retour suspect du snowboard à la boutique de location, seulement 4 jours après la disparition de Duncan. Il pointe également du doigt le manque de coopération des autorités et le caractère bâclé de l'autopsie. Loin de refermer le dossier, le rapatriement du corps ouvre au contraire la voie à une longue quête de vérité pour les parents de Duncan, déterminés à comprendre ce qui est réellement arrivé à leur fils. Un élément troublant ne tarde pas à ressurgir dans l'affaire Duncan Macpherson. Le retour mystérieux de son snowboard à la boutique de location, seulement 4 jours après sa disparition. Cette planche que le jeune homme avait empruntée le matin du 9 août 1989 réapparaît comme par enchantement, sans la moindre explication sur son cheminement, ni sur l'identité de la personne qui l'a rapporté. Ce détail suscite l'incompréhension et nourrit les soupçons quant à une possible dissimulation d'informations. Les Macpherson s'étonnent également du manque de réactivité des autorités autrichiennes au moment des faits. Malgré le signalement rapide de la disparition de Duncan et l'engagement immédiat de recherche par la station de Stubaiu, la police locale et la gendarmerie semblent traîner les pieds. Les moyens déployés paraissent insuffisants au regard de l'urgence de la situation, et les pistes évoquées par les proches ne sont pas exploitées avec la diligence nécessaire. Devant les failles de l'enquête initiale et les doutes sur l'autopsie du docteur Rabel, les Macpherson décident de solliciter l'avis d'experts indépendants. Ils confient les radios du corps de Duncan réalisées en Autriche à plusieurs spécialistes nord-américains. Ces derniers, en analysant attentivement les clichés, mettent en évidence des incohérences et des blessures suspectes qui ne collent pas avec la thèse officielle de l'accident. Parmi les anomalies relevées figurent des dommages importants au niveau du bassin et des jambes, difficiles à expliquer par une simple chute dans une crevasse. Les experts pointent également du doigt l'état de la combinaison et des chaussures de ski de Duncan, qui présentent des déchirures et des marques de friction inhabituelles. Ces constats renforcent l'hypothèse d'un événement violent, potentiellement lié à une intervention humaine qui aurait été dissimulée. Les experts mandatés par les Macpherson ne se contentent pas d'examiner les radios du corps de Duncan. Ils se penchent également sur l'état de ses effets personnels, en particulier sa combinaison et son snowboard. Les constats sont sans appel. Les vêtements présentent des déchirures et des dégâts importants, tandis que la planche arbore des marques de choc violents et des fissures profondes. Ces dommages apparaissent incompatibles avec une simple chute accidentelle dans une crevasse. Parallèlement, les doutes sur la qualité de l'autopsie pratiquée par le docteur Walter Rabel ne cessent de s'épaissir. Les Macpherson découvrent que l'examen médico-légal est resté très superficiel, se limitant à des observations externes, sans exploration approfondie des blessures. De plus, malgré les demandes insistantes de la famille, le docteur Rabel se montre étrangement réticent à fournir un scanner complet du corps de Duncan. Son attitude renforce les soupçons de dissimulation. Au fil de leur enquête, les Macpherson se heurtent à un véritable mur de silence dans la vallée de Stubaiu. Les langues peinent à se délier, et les témoins potentiels semblent soudain frappés d'amnésie. La piste d'un accident impliquant un engin de damage
évoqué par certains observateurs et systématiquement balayé d'un revers de main par les autorités locales. Une atmosphère d'omerta règne en maître, comme si un secret inavouable planait sur la station. Cette chape de plomb rend d'autant plus difficile la quête de vérité des parents de Duncan. Chaque nouvelle piste se heurte à des portes closes et des regards fuyants. Les Macpherson ont la désagréable impression que leur fils est victime d'un pacte du silence visant à protéger des intérêts supérieurs au mépris de la justice et de la transparence. Mais loin de se décourager, ils poursuivent inlassablement leur combat pour faire éclater la vérité. Face aux portes closes et au silence obstiné, les Macpherson trouvent un allié précieux en la personne de John Leake, écrivain et enquêteur américain. Intrigué par cette affaire hors du commun, John Leake décide d'épauler bénévolement le couple dans sa quête de vérité. Son expertise et son regard neuf permettent de débloquer certaines pistes et de mettre en lumière des éléments troublants. Grâce au réseau de John, de nouveaux experts acceptent de se pencher sur le dossier. Leur analyse minutieuse des blessures de Duncan les amène à une conclusion retentissante. Les lésions constatées sur le corps ne peuvent pas résulter d'une simple chute dans une crevasse. Elles représentent toutes les caractéristiques d'un impact violent avec un objet massif et contondant, vraisemblablement une machine de type dameuse. Cette thèse est renforcée par le témoignage capital de Dick Pennyman, expert en reconstruction d'accidents. Après avoir passé au crible l'ensemble des preuves matérielles, Pennyman affirme sans détour que Duncan a été heurté de plein fouet par un engin de damage. Selon lui, la violence du choc ne laisse aucune place au doute. Le conducteur de la dameuse ne peut ignorer qu'il a percuté un être humain. Ce scénario accablant soulève une question brûlante. Pourquoi un tel accident a-t-il été dissimulé? Pour les Macpherson et leur soutien, la réponse est évidente. La station de Stubaihi, soucieuse de préserver sa réputation et son activité économique, a tout mis en œuvre pour étouffer l'affaire, quitte à travestir la vérité, à bâcler l'enquête et à faire pression sur les autorités locales pour enterrer le dossier. Au fil des révélations et des expertises indépendantes, un scénario se dessine avec une clarté terrifiante. Tout porte à croire que Duncan Macpherson a été victime d'un accident mortel impliquant une dameuse et que cet événement a été sciemment dissimulé par la station de Stubaihi. La préservation de la réputation du domaine skiable et la protection de ses intérêts économiques semblent avoir primé sur la vérité et la justice. Cette affaire n'est malheureusement pas isolée. Les investigations menées par les Macpherson et John Leake mettent en lumière d'autres cas similaires dans la région, où des accidents graves impliquant des engins de damage ont été étouffés. Des familles brisées, des vies fauchées, des drames passés sous silence. Un pattern troublant qui témoigne d'une culture du secret et de l'impunité bien ancrée. Pour parvenir à ce niveau de dissimulation, il apparaît évident que des pressions ont été exercées sur les autorités et les médecins locaux. Le but, clore rapidement le dossier, éviter les vagues et préserver l'image de la station à tout prix. Ainsi, l'autopsie bâclée du docteur Rabel et le refus de pratiquer des examens approfondis prennent tout leur sens. De même, l'inertie de la police et le manque de coopération des témoins apparaissent comme autant de signes d'une volonté d'étouffer l'affaire. Face à ce mur de silence, les Macpherson refusent de baisser les bras. Leur combat acharné pour la vérité est aussi un cri du cœur pour toutes ces familles meurtries, condamnées au silence par l'omerta qui règne dans la vallée. En brisant ce tabou, en exposant au grand jour ces pratiques indignes, ils espèrent non seulement obtenir justice pour Duncan, mais aussi forcer un sursaut de conscience et un changement durable des mentalités. Car au-delà de la tragédie individuelle, l'affaire Duncan Macpherson révèle une faille béante dans le système, celle qui permet de sacrifier des vies sur l'autel du profit et de la respectabilité. Un constat glaçant qui appelle une réaction forte et une question profonde des propriétés et des valeurs qui régissent ces territoires prisés des amoureux de la montagne. Malgré le poids des révélations et des expertises accablantes, les Macpherson se heurtent à une fin de non-recevoir de la part des autorités autrichiennes. Ces dernières refusent obstinément de rouvrir l'enquête, se retranchant derrière la thèse officielle de l'accident et la prétendue absence d'éléments nouveaux. Un déni de justice qui révolte les proches de Duncan, convaincus d'avoir élucidé les circonstances exactes de sa mort. Au-delà de la douleur indicible de la perte de Duncan, les Macpherson doivent composer avec le poids de ce combat interminable pour la vérité. Leur existence est à jamais bouleversée. Chaque projet
Chaque décision est passée au prisme de cette quête dévorante. Le deuil impossible, sans réponse ni responsable à désigner, laisse des traces indélébiles et meurtrit chaque instant du quotidien. Mais en dépit de l'épuisement et des portes closes, Linda et Bob puisent dans l'amour inconditionnel qu'ils portent à leur fils la force de poursuivre leur combat. Leur détermination à honorer la mémoire de Duncan reste intacte. Ils se font un devoir de raconter son histoire, de préserver son souvenir et de dénoncer sans relâche le déni de justice dont il est victime. Plus que jamais, les Macpherson réclament que les responsables de cette tragédie soient mis face à leurs responsabilités. Ils attendent des aveux, une reconnaissance officielle de ce qui s'est réellement passé sur les pentes enneigées de Stubai'i en août 1989. Une vérité qui ne ramènera pas à Duncan, mais qui permettra peut-être à sa famille de trouver un peu de paix et de tourner enfin, après tant d'années de lutte, l'une des pages les plus sombres de son existence.